Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc mes très chers amis, aujourd'hui je voulais vous parler de la différence qu'il y a entre les familles musulmanes qui vivent en Grande-Bretagne et les familles musulmanes qui vivent en France. Alors pour ce faire, je vais essayer d'être la plus neutre et la plus objective possible et prendre comme trame de travail, si vous voulez, l'histoire. Alors pourquoi l'histoire? Parce qu'en fait c'est l'histoire qui nous aide à comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Alors, vous avez deux pays, donc la Grande-Bretagne, la France. Alors, quand on monte dans l'histoire, on a la Grande-Bretagne qui colonise des pays. Donc, il y a l'Empire britannique. Donc, les Anglais, quand ils arrivent dans une nouvelle contrée, dans une nouvelle terre et qu'ils la colonisent, ils disent à la nouvelle population, écoutez, nous sommes là, nous vous colonisons, mais vous pouvez garder et préserver vos croyances, vos religions, et au-delà de tout cela, on vous la protège. Voilà. Du côté français, c'est différent. Alors, on va prendre comme exemple l'Algérie. On ne prendra pas comme exemple ni le Maroc, ni la Syrie, ni le Liban. Pourquoi? Parce que le Maroc, la Syrie, le Liban, et je ne sais plus s'il y a la Mauritanie aussi avec, et d'autres pays, en fait, ce sont des colonisations, si vous voulez, administratives. Et elles sont beaucoup plus courtes que l'histoire de l'Algérie. Donc, en Algérie, il y a une colonisation qui dure plus de 130 ans. Et là, on voit ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que le colonisateur français, quand il arrive, il leur dit, entre guillemets, vos ancêtres sont les Gaulois, donc la langue sera le français, donc une langue qui sera imposée, et petit à petit, on va essayer même de leur retirer leur religion. Donc on fermera les mosquées, on persécutera les professeurs, les imams, etc. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc, du côté français, ce n'est pas une nouveauté. Tout ce qui est religieux, que ce soit du côté musulman, juif, même chrétien, c'est persécuté dans l'histoire. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors, tout cela va jouer sur les lois françaises qu'on a aujourd'hui. Certaines, par exemple, elles datent de 1789, etc. D'autres, elles vont dater de 2004, par rapport, par exemple, au retrait du voile dans la sphère publique, dans les écoles, pardon. Oui, dans les écoles, etc. Alors, on va voir maintenant du côté anglais. Alors, que dit la loi justement par rapport aux religions? Donc, il y a la traduction ici en français, respect mutuel et tolérance des différentes confessions et croyances. Comprendre que nous ne partageons pas tous les mêmes croyances et valeurs. Et respecter les valeurs, les idées et les croyances des autres sans leur imposer les nôtres. Voilà. Donc, moi qui vis en Angleterre maintenant depuis plus de 8 ans, je peux vous dire que ça, c'est pratiqué à 100%. Et c'est protégé à 100% également. Voilà, du côté français, on a aussi des articles qui vont dans ce sens-là. On a la laïcité. La laïcité garantit la liberté de conscience. De celle-ci découle la liberté de manifester ses croyances ou convictions dans les limites du respect de l'ordre public. La laïcité implique la neutralité de l'État et impose l'égalité de tous devant la loi sans distinction de religion ou conviction. Voilà. Normalement, on devrait comprendre à partir de là que, justement, on ne devrait pas être inquiété pour notre religion. Donc, on sait qu'aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Suite à toutes les lois qu'on a, les lois liberticides concernant les populations bien définies, à savoir la religion musulmane. Donc, on assiste à comment dire, des lois qui interdisent, par exemple, le port du voile dans les écoles publiques depuis 2004 avec la commission de Sfazi. Ensuite, toutes les lois là, qui viennent et qui se suivent, voilà, ou bien tous les débats concernant la viande halal, etc. Alors, on a d'autres articles comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, on a l'article 10 qui dit la même chose. La Convention européenne des droits de l'homme de 1950, article 9 qui dit la même chose. La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne de 2000, article 10 qui dit la même chose. Voilà. Alors maintenant, la vie sociale des enfants musulmans en Angleterre.
est la vie sociale des musulmans, des enfants musulmans en France. Alors, la vie sociale des enfants musulmans en Angleterre, elle n'est pas très différente d'un point de vue, on va dire, social. Donc il y a les activités sportives, culturelles, etc. Donc, alors qu'est-ce qui se passe? En Angleterre, si vous voulez, après l'école, en général, au primaire, ils terminent à partir de 3h, 3h15. En fait, les enfants, ils vont d'abord goûter, ils vont manger, ils retrouvent leur famille. Et ensuite, après 1 heure, soit ils vont pratiquer une activité artistique, sportive, ou bien ils vont aller dans les associations ou mosquées. Voilà. Donc après, tout dépend de la population musulmane dans chaque ville. Alors, quand il y a une population forte, en général, c'est l'école musulmane privée à partir de 4h, en général, 4h à 7h30. Et c'est comme ça tous les jours de la semaine, excepté le week-end. Voilà. En France, les cours religieux et éducation musulmane sont généralement le week-end et aussi peut-être le mercredi. Après, tout dépend aussi des villes, etc. Alors, donc voilà par rapport à cela. Donc vous allez me dire, il n'y a pas une grosse différence. Il y a une différence parce qu'en termes de qualité-quantité, en fait les enfants ils sont beaucoup plus imprégnés de la religion musulmane. Voilà. Alors, et aussi la différence majeure qu'il y a en fait, c'est qu'il serait rare de trouver des enfants donc après l'école dehors tout seuls. Et c'est une réalité en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il serait inconcevable pour des parents, ça ne concerne pas que les musulmans, ça concerne toute la société anglaise, de laisser leurs enfants tout seuls sortir comme ça dans la rue, donc après l'école. Donc soit de manière générale, ils sont accompagnés par un adulte, ou soit ils sont tout simplement avec leur famille, etc. Donc voilà, donc en France, il serait pas rare de trouver des enfants de 9, 10, 11 ans tout seuls dans la nuit, dans des lieux qu'il ne faut pas, voilà. Et ça, c'est une différence capitale. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'en fait, au niveau des familles, il y a moins de problèmes. Donc, moins de problèmes sociaux. Parce que les enfants, ils sont préservés, ils sont encadrés. Voilà. Tout simplement par rapport à cela. Et en fait, le fait est, si vous voulez, au niveau national, le fait est de laisser des enfants dehors sans accompagnateur, c'est même considéré comme de la maltraitance. Voilà, donc pour eux, pour les Anglais, ils ne comprennent pas pourquoi un enfant serait tout seul dans la rue. Voilà. Ou qu'il aille faire ses courses tout seul dans les supermarchés. Voilà par rapport à cela. Ensuite, l'éducation scolaire des enfants musulmans en Angleterre, elle est comme celle de la France, donc il y a l'école publique, l'école privée, le homeschooling, l'instruction à domicile. En France, la même chose, l'école publique, l'école privée avec ou sans contrat, l'instruction à domicile. Alors, la différence, c'est que dans toutes ces écoles, du primaire à l'université, même jusqu'au travail, en fait, il y aura toujours des salles de prière. Ils appellent ça des quiet rooms. Les quiet rooms, c'est fait, en fait, ce sont des pièces pour tout le monde, en fait, pour tous les croyants, ceux qui veulent avoir un moment de pause et faire la prière, par exemple, en fait, il y a ces endroits-là. Vous trouverez donc des tapis de prière, la direction de la qibla. Voilà. Tout simplement, et ça en fait ça participe au bien-être du citoyen musulman en Angleterre. Voilà, donc il n'aura pas à rattraper ses heures de prière, surtout en hiver, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a une forte population musulmane dans certaines écoles, notamment au secondaire, à partir du secondaire? En fait, quand il y a une forte population musulmane, eh bien, en fait, il y a même la prière du vendredi, la Jumu'ah. Donc, vous avez un professeur qui vient et qui fait la Jumu'ah, etc. Donc, il y aura une grande salle de prière
Et la salle des ablutions, elle est déjà, elle fait partie de l'établissement. Voilà. Et c'est des écoles, j'ai pu le voir, c'est des écoles qui ont comme niveau du outstanding, c'est-à-dire qu'ils ont un très grand niveau. Voilà, au niveau national. Voilà par rapport à cela. Alors, ensuite, il y a la différence en France entre l'Angleterre concernant l'instruction à domicile, l'école à la maison. En Angleterre, c'est une liberté de choisir l'instruction à domicile. Et la plupart des personnes qui choisissent cela, ce ne sont pas les musulmans. Voilà. Et il y a cette liberté-là. En France, ça fait débat. Alors, je ne sais pas si c'est passé par une loi ou je ne sais plus. J'ai plus suivi après, mais je sais que c'était un grand débat où ce qu'ils allaient interdire l'instruction à domicile. Bon, on a compris que tous ces débats, en fait, c'était vraiment orienté vers la population musulmane. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'identité des enfants musulmans en Angleterre. Alors, quand un enfant, vous ne le persécutez pas, quand il n'est pas, on va dire, entouré d'une mauvaise ambiance médiatique au quotidien concernant les musulmans, comme ce qui est le cas en France, les musulmans ceci, les musulmans cela, un attentat par-ci, un attentat par-là, une fermeture d'école par-ci, une association qui ferme par-là, une mosquée qui ferme par-là. En fait, ils n'ont pas, cette mauvaise atmosphère qui règne en eux, donc ça fait des enfants qui sont beaucoup plus épanouis. Voilà. Donc, ils se sentent donc britanniques ou des citoyens à part entière, mais pas de seconde zone. Et j'ai plus envie de vous dire qu'ils sont plutôt britanniques. Quand vous leur posez la question, quelle est votre identité, ils vous diront, nous sommes british. Voilà. Et ils passent à ça. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de différence entre l'anglais blanc et on va dire l'anglais d'origine pakistanaise ou somalienne, etc. Voilà par rapport à cela. Donc l'identité, elle est beaucoup plus forte. Ils s'affirment naturellement. Par exemple, s'ils doivent faire leur prière et qu'ils discutent avec des non-musulmans, ils vont leur dire excusez-moi, c'est l'heure de la prière, je reviendrai juste après. Et puis voilà. Ils parlent naturellement. Voilà, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de gêne. En France, c'est le contraire. Voilà. On peut l'observer. Donc avec cette atmosphère-là, c'est vrai que l'enfant musulman en France, il se sent, on va dire, matraqué. Voilà. Et je trouve que c'est une violence. J'avais suivi l'histoire du lycée musulman qui avait fermé et je me suis dit, mais quelle violence on fait aux enfants. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a toujours quelque chose qui leur tombe dessus. Et cette fois-ci, c'est sur des lycéens. Ouais, je pense que c'est un collège ou un lycée. Je ne me rappelle plus si c'était un collège ou un lycée. Je me rappelle plus. Donc voilà. Donc ça, ce sont des violences qu'on fait aux enfants et ça, l'Angleterre n'en veut pas. Pourquoi? Encore une fois, c'est considéré comme de la maltraitance. Voilà. C'est pas typique aux musulmans, c'est pour tout l'ensemble de la population anglaise. Voilà. Et bien entendu, suite à toutes ces polémiques qu'il y a en France, bien l'enfant, le jeune enfant musulman, il se sent toujours obligé de se justifier. Voilà, dès qu'il y a un attentat, vous savez, c'est pas nous, ce sont des terroristes, ils n'ont rien à voir avec l'islam, etc. Ils se sentent obligés de se justifier. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La vie professionnelle des musulmans en Angleterre. Alors, pour faire très court, mais très vrai, on va dire, il n'y a pas de contraintes vis-à-vis du hijab, vis-à-vis des horaires de prière, etc. Comme je vous ai dit, dans la plupart des lieux, il y a toujours une salle de prière, même dans des conservatoires de musique. Alors, il suffit de marcher quelques pas et vous allez trouver à l'intérieur du conservatoire et vous allez trouver une quiet room, donc une salle de prière. Et vous allez encore trouver un tapis de prière, même un Coran, et on vous indiquera la direction de la qibla. Voilà. Mais encore une fois, ce n'est pas uniquement pour les musulmans, c'est pour toutes les croyances. Voilà. Alors, quand on ne serre pas la main, ça ne fait pas débat. J'ai envie de vous dire que même les Anglais eux-mêmes, en général, ils ne serrent pas la main. Donc moi, j'ai jamais vu un Anglais me tendre la main pour lui serrer sa main.
Voilà, ça fait 8 ans que je suis là et je vais de conférence en conférence, je vais d'interview en interview, etc. Jamais. Voilà, et même pour vous dire que lorsqu'ils viennent prendre une photo, donc si le recruteur est un homme, au moment où il va prendre la photo, c'est même pas lui qui la prend, c'est une femme qui vient prendre la photo. Voilà. Ça, ce sont des situations que j'ai vécues. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, par rapport aux compétences, je vais vous illustrer un exemple. Alors, il y a une jeune famille qui s'est installée au UK. Donc, la maman, en fait, est arrivée au UK sans diplôme. Elle avait niveau bac. En moins de 7 ans, elle a monté les échelons et aujourd'hui, elle est professeure avec son hijab. Elle est professeure dans une université en Angleterre. Et elle enseigne aux Anglais. Voilà. Donc ici, c'est plutôt, ils mettent vraiment en avant les qualités professionnelles de la personne, mais pas ses origines ou sa religion ou quoi que ce soit. Bah, la vie professionnelle des musulmans en France, bah, déjà c'est un handicap de ne pas pouvoir faire ses prières à l'heure, surtout durant les heures d'hiver. Donc ensuite, bon, quand ils les récupèrent à la maison, voilà, ça n'a pas la même valeur que de les prier à l'heure. Ensuite, bah, la prière du vendredi pour les hommes, pour certains, bah, elle est ratée parce qu'ils travaillent. Voilà. Bon, ensuite, moi je dirais que ça peut se négocier avec votre employeur. Moi personnellement, quand je travaillais en France, bah, je demandais à mon employeur, je disais écoute Marc, est-ce que ça ne dérangerait pas que j'ai ma pause 5 minutes pour faire ma prière, pas pause cigarette, mais des pauses prière. Bah, ils m'ont toujours accordé, j'ai jamais eu de problème. Voilà. Donc à partir du moment que vous êtes ponctuel, que vous êtes professionnel, ils voient que vous faites du bon travail, etc. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Après, ça dépend de l'employeur. Si l'employeur a une mentalité qui n'est pas désirable, ben, bon courage. Ensuite, l'impact économique et politique des musulmans en Angleterre. Alors, l'impact économique, il est très important. Pourquoi? Parce que en fait, quand on parle de l'économie anglaise, elle n'est pas uniquement au niveau national, et aussi au niveau international. C'est-à-dire que l'Angleterre, de manière, on va dire, l'image de l'Angleterre dans le monde musulman, que ce soit en Afrique ou en Asie, et même en Europe, eh ben, c'est une belle image, on va dire. Pourquoi? Parce qu'ils respectent la religion musulmane. Ça fait que il va y avoir plus de personnes qui vont venir en Angleterre et consommer en fait anglais, tout simplement. Donc l'image qu'a la France par rapport à cela, elle est néfaste. Les gens ne souhaitent plus, beaucoup de musulmans ne souhaitent plus venir passer leurs vacances par exemple en Angleterre ou acheter une résidence, en France, ou acheter une résidence secondaire en France. Voilà, ils préfèrent investir ailleurs sur du long terme. Voilà. Alors, l'économie. Alors, la politique, en Angleterre, j'ai envie de vous dire, n'importe qui peut faire de la politique. Ça ne pose aucun problème. C'est comme si vous me disiez la même chose pour un pays musulman. Que ce soit l'Angleterre ou un pays musulman, celui qui veut faire de la politique, il l'a fait, il n'est pas... il n'est pas inquiété. Contrairement en France, dès qu'il y a un homme musulman qui se présente en France, ça pose problème, on leur envoie ses origines, etc., etc. Ça fait débat, voilà, pour certains. Voilà. Ensuite, voilà. Je voulais pas être très longue. Alors, juste pour vous dire qu'il y avait une association qui luttait contre l'islamophobie, elle s'appelle MEND. Qui a mis, si vous voulez, elle a porté le dossier des Ouïghours au niveau du gouvernement britannique et ça a impacté dans le monde. Voilà. Et ça, ce sont des musulmans. C'est l'équivalent de l'ancienne association, je ne me rappelle plus de son nom, celle qui luttait contre l'islamophobie. Alors, la conclusion, elle sera très courte. Par rapport à la conclusion, je vais vous donner mon point de vue. Voilà.
Alors, le point de vue, c'est que mon point de vue, c'est qu'en fait, il faut faire attention où on va laisser nos futures générations. On parle sur le long terme, dans 100 ans, 200 ans, est-ce qu'il restera des musulmans au sens propre du terme? J'en doute fort. J'en doute fort parce qu'en fait, ça c'est l'histoire de la France. La France a toujours, depuis un certain moment de l'histoire, a toujours combattu les religions. Voilà. Et c'est pas spécifique aux musulmans. Donc là, vous voyez toutes ces lois-là, etc. Donc c'est contraignant et c'est pas bon pour l'avenir de nos enfants. Le fait d'être à chaque fois matraqué par les médias, etc. C'est pas bon pour eux, c'est pas bon pour leur avenir. Donc c'est comme si, à mon avis, c'est comme si on construisait sur du sable mouvant. Voilà. Alors la responsabilité, maintenant moi je vais vous dire qu'elle est double en fait. C'est une responsabilité parentale, il faut réfléchir à ce qu'on veut pour nos futures générations. Donc ne plus penser à nous-mêmes, mais à nos futures générations. Voilà, est-ce que dans 100 ans, je garantis que mon enfant va pouvoir prier, va pouvoir être musulman? Je ne sais pas. La question, si vous la transférez au Royaume-Uni, ça serait une autre réponse. Et après, Allahu a'lam. Ensuite, je pense que la responsabilité, elle est aussi, c'est une responsabilité étatique. Par exemple, moi, je suis d'origine algérienne. Pour moi, c'est aussi au gouvernement algérien de prendre ses dispositions. Des fois, il suffit juste d'un coup de téléphone entre responsables, on va dire, gouvernementaux et de calmer un peu les choses. La chose n'est pas faite. Donc, je ne comprends pas non plus pourquoi certains ministres algériens, ceux qui sont en tout cas compétents dans le domaine, ne proposent pas à ceux qui souhaitent quitter la France de leur octroyer, je sais pas moi, un appartement, un lot de terre, etc. pour qu'ils puissent vivre en Algérie. Pourquoi? Parce qu'on voit les dégâts. On voit que beaucoup de personnes ne prient plus. Il y en a beaucoup qui sont morts enterrés sans prier. Donc au niveau, il y a beaucoup de violence. Il y a beaucoup de violence, c'est pas bon pour eux non plus. Et puis on assiste à des fléaux de société. On a beaucoup de jeunes filles qui se font avorter, etc. Donc ils font taire des vies, c'est des vies humaines. Donc voilà, alors que s'ils étaient dans un cadre, on va dire, musulman, en fait tous les fléaux qu'on a en France et qu'on voit, ils n'auront pas eu le même degré. Je ne dis pas que c'est 0%, mais ce n'aurait pas été le même degré. Et ça, cette responsabilité, elle est aussi étatique. Voilà, par rapport à cela. Mais sur ce, je n'ai pas envie d'être un peu plus longue. Je vous remercie infiniment d'avoir prêté attention à cette vidéo. Je vous dis Inch'Allah à très bientôt. Take care. Salam alaikum. Find this time to get all of us on a call to reconnect after a year. On the 15th of March, tragedy unfolded in this room. A terrorist attempted to sow division and hatred in a place that stands for togetherness and selflessness. You showed the way we must respond to hate with love. But I was really wanting to check up and see how you were all doing as a community from last year. I'm really proud of all of you and the whole community and the New Zealand government and people, how you have all dealt with such an atrocity. You are a role model, you really are an example of how something so tragic can be negotiated with the utmost of grace and dignity. Thank you. Thank you. Bye-bye, everyone.